Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'En Bonne Voie. Aujourd'hui, nous avons un maître stratège avisé, mais aussi aviné, main du roi et de la reine et grand procureur de Gotham City, jouant un pile ou face pour le plaisir. C'est aussi une menace, que dis-je, Max la menace. Il s'agit de Constantin Papas. Bonjour Constantin. Bonjour Mathieu, waouh, quelle jolie présentation, ça me Ah, touche, franchement, c'est j'ai fait au super, mieux. c'est très bien. Comment allez-vous Constantin? Bah très bien, par cette période de confinement, écoute, on essaie de faire au mieux, donc ça C'est... va, on va Bon, dire ça. si tout va bien, voilà, c'est le principal. Alors, Constantin, Oui, évidemment, on va parler de vos voix. Mais alors, oui. avant justement de revenir sur ce sujet, racontez-nous comment est-ce que vous êtes tombé dans la comédie, dans le milieu du théâtre? En fait, c'est un vieux rêve d'enfant. Hein. J'avais une prof en primaire qui a été super parce qu'elle nous a fait monter des petites piécettes et puis vraiment, j'ai été séduit par ça. Bon, après, ben, on a le parcours habituel, on fait ses études. Mon père était architecte, voulait que je suive et que je reprenne son agence, donc j'ai fait des beaux-arts. C'était pas du tout pour moi, j'avais pas du tout envie de ça. Donc je me suis retrouvé en fac d'anglais parce que j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup la culture anglaise, j'aime beaucoup la langue anglaise. Et puis pareil, l'anglais n'avait pas, je ne me voyais pas prof, et donc je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le théâtre. Donc j'ai suivi des cours chez Jean Darnel au théâtre de l'Atelier et puis voilà. Et donc dans ces cours on fait des rencontres et j'ai rencontré un copain, enfin plusieurs amis, mais surtout avec un copain qui s'appelait Yo-Yo, avec qui on a monté un spectacle de café théâtre. Donc ça a été mes premiers pas dans ce métier. Et puis bah au fur et à mesure on commence à gagner sa vie, on élargit ses champs et ses réseaux. Et puis voilà. Et puis un beau jour j'ai réussi à en vivre et voilà. Et je suis émerveillé tous les jours. Je suis toujours ravi de faire ce métier. Je suis toujours étonné qu'on m'appelle. Donc, je reste très, très candide là-dessus et heureux de faire ce métier. C'est vrai qu'on, c'est quand même merveilleux de se dire que quand je travaille, je joue. C'est pas donné à tout le monde et C'est vrai, c'est tout à on fait est quand vrai. même très privilégié là-dessus, quoi. Voilà. Et c'est un métier du coup que vous continuez à faire quand même en parallèle du doublage. De toute façon, le doublage est une des activités comme comédien, évidemment. Hein. Oui, alors, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais le doublage prend énormément de temps parce qu'on est sur des séries avec plusieurs épisodes, c'est très prenant, on passe des journées dans les studios, donc c'est très difficile après c'est une cage dorée en fait. On a du mal après à accumuler le théâtre. Alors j'ai des copains qui y arrivent et c'est très bien, mais quand on décroche d'un réseau, c'est difficile de s'y raccrocher. Et c'est vrai que le réseau de théâtre, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et il faudrait que je m'y remette, et surtout que j'ai plus de temps pour m'y remettre. Mais malheureusement, et heureusement aussi, le doublage me fait très bien travailler. Et en plus, c'est une activité que j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de l'ombre. J'ai pas forcément envie qu'on me voie. Donc, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et Voilà. alors Mais nous, sinon, bien sûr, oui, oui. Et si j'ai des projets de tournage, je fais quand même des choses, mais pas autant que je le voudrais parce que je n'ai pas ce temps-là, justement. Voilà. et alors le doublage justement, comment est-ce qu'il est entré dans votre vie de comédien? Alors à quel moment? Complètement par hasard. En fait, j'étais dans une compagnie de théâtre qui jouait des Molières dans les quatre coins de France et une des comédiennes faisait du doublage. Mais à ce moment-là, j'étais pas forcément emballé par l'idée en fait. Il s'est trouvé que j'ai monté une pièce avec un copain qu'il avait écrit et j'ai fini la pièce un peu sur les genoux. Ça a été un projet très difficile à porter et c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé de venir assister à des plateaux de doublage et j'ai accepté. Puis voilà, j'ai été emballé, j'ai trouvé ça formidable. Je suis un passionné de voix depuis tout petit, que ce soit des voix radio, et ça me convenait très bien. Et puis j'ai vu que j'avais quelque chose à y faire, donc voilà. Donc Ça, c'est totalement par hasard. ça n'a pas Enfin, été... par hasard, c'est-à-dire mes débuts, parce que sinon quand j'étais en cours de théâtre, j'ai pu assister à 2, 3 doublages, mais c'était difficile à l'époque parce que c'est un milieu très fermé et on n'était pas forcément accueillis comme on l'est aujourd'hui. À l'époque, c'était difficile parce que ils n'étaient pas nombreux, c'était une poule aux œufs d'or, donc ils voyaient pas d'un bon œil des nouveaux arrivants. Donc voilà, donc j'avais fait un court passage dans le doublage et puis bon, j'ai fait autre chose puisque j'ai fait du théâtre, j'ai tourné et tout ça et puis j'y suis revenu. Voilà, quand les conditions étaient plus après la grosse grève en fait du doublage, il y a eu une énorme grève qui a séparé beaucoup les gens et qui a aussi du coup ouvert les portes et voilà. Et je suis, comme de nombreux autres d'ailleurs, rentré comme ça parce que ça s'était ouvert d'un seul coup. Voilà. Ça n'a pas été difficile pour vous d'apprendre toutes ces techniques de doublage,
de pouvoir lire le texte avec niveau de Oui, la bande en bas, bien tout sûr, ça, ça n'a pas été oui. Ah ouais, trop bien sûr que difficile? il a fallu que j'assiste souvent avant de comprendre déjà comment ça fonctionne. Donc c'est long, mais l'avantage, et c'est un peu ce que je dis pour les jeunes qui débarquent et qui ne sont pas comédiens, je leur dis, vous savez, c'est pas seulement d'avoir une belle voix, hein, il faut aussi être comédien. Donc ça aide déjà on n'a pas à penser à jouer la comédie puisque c'est notre métier et qu'on a été formé pour ça. Après, effectivement, il y a des techniques pour apprendre à être synchro, à s'oublier aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'est l'acteur américain ou russe ou italien en fonction de la nationalité du film qui a fait le rôle. C'est pas nous, donc on doit se prêter à son jeu à lui, mais avec nos émotions à nous et notre langue à nous française, parce qu'évidemment c'est pas la même musique que de l'anglais, de l'allemand, du japonais, Oui, c'est sûr. ou du russe, hein, voilà. Alors parmi vos voix, on compte évidemment donc Steve Carell, Bobby Cannavale, Oui, John Hamm, Aaron Eckhart et bien sûr Peter Dinklage. Alors de oui. qui est-ce que vous avez été la voix récurrente en premier? John Hamm. John Hamm a été le premier parce que j'ai fait une série, j'avais passé des essais sur lui. Il était le seul homme d'ailleurs parce que c'était une brigade policière principalement composée de femmes et lui était le seul homme. Donc je l'ai commencé sur cette série. Après, il a fait beaucoup de guests. Il a fait un guest sur Charmed, puis il avait fait d'autres choses en tant que guest. Et puis après, il a commencé sa carrière à décoller et il est passé au cinéma. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois au cinéma aussi. Alors au cinéma, on se le partage. On est plusieurs à le faire. Ouais. Donc voilà. Et alors sur Steve Carell, voilà, Steve Carell c'est un acteur qui a une énergie absolument phénoménale. Quelle est justement vous la dose d'énergie que vous vous donnez, la dose d'énergie nécessaire pour être fidèle le plus possible à son jeu dans n'importe lequel de ses films? Alors déjà, enfin, vous l'avez dit, c'est un type qui est blindé d'énergie positive en plus, parce que je trouve ce type incroyable. En fait, j'ai pas de mal avec Steve Carell parce que j'ai beaucoup de points communs avec lui. Je suis aussi quelqu'un qui a une énergie folle aussi. J'ai son humour aussi. Donc c'était pas si difficile que ça. Après, bon, la difficulté c'est d'être en forme. Hein, il faut pour le suivre le bonhomme. Mais c'est pas si difficile que ça finalement quelque part parce que et puis maintenant à force de l'avoir doublé, je commence à le connaître comme si c'était un ami quoi. Donc parfois il arrive même que je sais un petit peu d'avance inconsciemment ce qu'il va faire. Et quand c'est ça, c'est génial parce que ça devient encore plus facilement quoi. Donc Steve Carell, voilà, c'est l'avantage que j'ai avec lui, c'est qu'effectivement il y a quelque chose de très proche quoi. Et donc voilà, donc c'est pas si difficile que ça quoi. Et Voilà, sur, faut juste prendre des vitamines le matin et attaquer derrière quoi. et sur quel film justement avec Steve Carell vous avez pris le plus de plaisir à interpréter? À la limite, c'est pas tellement un film, c'est surtout la série The Office. Là, ça sera pour moi, c'est quelque chose, c'est un souvenir impérissable. Tous les films, je les ai aimés, hein, c'est pas la question, mais on sent que dans les films, il a quand même, il y a un cahier des charges et on sent qu'il a un peu les mains liées. Alors que dans The Office, comme il était coproducteur, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Tout Et à fait, oui. c'était merveilleux. Il m'a tout fait faire. Donc, ah ouais, The Office, c'est le plus gros projet que j'ai fait grâce à lui, quoi, en prêtant ma voix. On va parler maintenant de Aaron Eckhart. Alors, vous le doublez par Oui, exemple dans les films La chute de la Maison Blanche et La chute de Londres, Sully, oui, ou encore le cultissime Dark Knight. Est-ce que ouais, c'est ouais. difficile, concernant The Dark Knight, d'interpréter un personnage qui passe de héros à méchant? Ouais, mais c'est ce qui a été passionnant justement dans ce rôle, c'est il a fallu montrer les deux facettes et là j'ai vraiment pris mon pied aussi parce qu'effectivement je ne devais pas du tout laisser présager quoi que ce soit qui puisse arriver et qu'il allait devenir mauvais, donc il fallait que je sois très gentil, très doux au début et puis d'un seul coup ça balance et on attaque le côté obscur. Ça pour un comédien c'est que du bonheur, hein, bien sûr. Ouais, oui, ça a été un sacré boulot aussi, hein, parce que j'ai souvenir du hurlement que fait Aaron Eckhart quand il perd sa bien-aimée. Il fallait y aller derrière et on peut pas tricher en plus avec ce genre de clip. Et moi, je sais pas tricher ça, donc j'y vais quoi. Mais j'avais la voix un petit peu voilée après. Là, j'ai une petite pause, une petite tasse de thé parce que je voulais tout donner dans ces cris-là, parce que lui a tout donné dans l'original, donc il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas derrière quoi. Donc, mais c'est un super souvenir. Puis quel film quoi. C'est Quel combien film. de temps de travail à peu près, The Dark Knight? On a dû avoir 1 semaine et demie pour faire tout le film. Moi, j'ai dû bosser 3 jours dessus. Ouais, ce qui est quand même déjà assez conséquent. 3 jours Ah oui, non-stop, ouais, j'imagine. alors évidemment maintenant malheureusement les délais se raccourcissent, mais
au moins essayons de garder ce minimum-là, quoi. Je trouve qu'une semaine et demie, ça serait bien pour voilà. Alors qu'il y a eu des films à l'époque faits aussi par Jenny Girard, qui avait aussi dirigé The Dark Knight. Elle avait un mois pour faire le doublage d'un film, quoi. Mais bon, on en est plus là, malheureusement, toujours pareil. Donc rentabilité, économie, bon, voilà. Ouais, mais on a eu du temps. Mais bon, les films 35, les films cinéma, on a quand même du temps, quoi. On a du temps pour les faire. Vous faites aussi donc beaucoup de dessins animés, notamment un, Yu Yu Hakusho, je le prononce bien oui. normalement. Ouais. Oui, c'est ça, Yu Yu. Alors, ça. quelles sont justement les différences entre films, séries, dessins animés, voilà, qu'est-ce qui diffère? L'avantage du dessin animé, c'est qu'on peut y coller n'importe quelle voix. Ça ne le rendra pas ridicule, sauf si vraiment c'est des dessins animés très sérieux, parce qu'il y a des mangas cinéma qui sont magnifiques, et là, tu t'amuses pas à faire des voix de Toons. Mais sinon, quand le dessin animé s'y prête, on peut vraiment y aller, et ça rentrera toujours dans l'image. Ce qui est plus difficile au cinéma, quand on fait une voix bizarre sur quelqu'un, ça nous gêne. En dessin animé, non, on n'a pas ce problème. En revanche, ce qui manque, je trouve, donc on peut y aller en termes de fantaisie, on peut déborder, il n'y a pas de souci. La seule chose qui me manque, c'est le regard. Et le regard, il est mort. C'est le regard d'un dessin animé. Et je trouve que le regard d'un vrai comédien, c'est quand même plus intéressant à suivre au niveau de l'affect, les émotions et tout. Voilà, je trouve que c'est ce qui manque un peu dans les dessins animés. Mais c'est surtout, c'est très intéressant pour faire des voix. C'est très dur aussi, surtout les mangas, parce que l'original est en japonais et ça n'a rien à voir avec notre langue, rien à voir avec notre rythme. Oui, les donc la synchro, c'est pas forcément évident avec eux. Ouais. Et puis surtout, ils ont une énergie, les Japonais. Waouh, je sais pas où ils cherchent ça, mais nous, derrière, j'en ai perdu des kilos sur le Yusuke. Ah ouais. Ah, ça y est, là. Et puis j'ai perdu ma voix aussi, une fois. Ouais. Ça, c'est sûr. Tellement ça, je vous crois. Ah ouais. Mais c'est un bon souvenir, c'était un de mes tout premiers mangas et c'était sympa. Et puis un manga que vous suivez toujours relativement bien, parce qu'il y a quand même eu je crois, des films qui sont sortis il n'y a pas non plus si longtemps que ça, donc ça reste... Non, c'est vrai. Ouais, on arrive à... Bien sûr, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive, ouais. Bon, alors, on a parlé, voilà, Aaron Eckhart, Steve Carell, Yu Yu. Là, on ne peut pas passer à côté, je pense, de la voix peut-être, celle de Peter Dinklage. Oui. Quel a été votre premier doublage avec Peter Dinklage? Threshold, ça a été une série qui s'appelait Threshold. Ça doit faire, je sais pas combien elle a d'années. C'était à l'époque où il passait, c'était la trilogie sur M6, donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein. La série s'appelait Threshold et j'avais passé des essais. C'était Georges Codron qui dirigeait ça et il m'avait pas dit pour quel rôle je venais. Donc quand je suis venu et j'ai vu Peter Dinklage, j'ai dit tu te fous de ma gueule et tout. Il m'a dit non, tu seras super sur lui. J'ai dit attends, je fais 1m85 et il m'a dit mais non, fais-le. J'ai été pris. Et quelle joie, parce que quel acteur, quoi. Quel acteur. Là, il avait déjà montré ce qu'il pouvait faire. Déjà, j'avais pas vu les œuvres précédentes, mais là, déjà, il était dragueur, il adorait les femmes, il buvait, il se droguait, il était, comment dirais-je, très imbu de lui-même. Il montrait déjà des choses qu'on allait découvrir après avec évidemment, Tyrion. Mais déjà, j'ai vu le potentiel, quoi. Après, je l'ai suivi, il avait fait une dizaine d'épisodes dans Nip Tuck, où pareil, il a eu un passage, c'était un magnifique rôle, quoi. Donc voilà, et puis voilà, le truc est tombé chez Laurent Datas, qui donc est le directeur artistique de Game of Thrones. Il avait une liste de quelques comédiens qu'il avait doublés, mais ça l'amusait que ce soit moi, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, ça m'amuse que ce soit toi. Donc voilà comment il avait carte blanche pour la distribution. C'est les rares fois où ils ont les cartes blanches, ça devient compliqué, mais là, il pouvait choisir ses comédiens, donc il m'a choisi, et mon Dieu, quel bonheur. Il y a eu carte blanche quand même sur une série, bon, à l'époque, qui n'était pas aussi phénoménale parce qu'elle débutait, mais il y a eu carte blanche quand même sur Game of Thrones. Et il a eu sur tous les rôles, il mettait qui il voulait. Donc c'était chouette. C'était très chouette, effectivement. Du coup, vous avez anticipé sur ma question, mais c'est pas grave, je vais continuer. Désolé. C'est pas grave, tant mieux. Game of Thrones a donc été une expérience de 8 saisons, 9 ans. Oui. Vous vous attendiez à cette évolution pour Tyrion? On la sent venir quand même. Pas très rapidement, hein, parce que on voit quand même dès la première saison que quelque chose de grand va lui tomber dessus. Enfin, il va déjà, même si de temps en temps je tremblais un petit peu, je me disais il va aller au bout déjà, parce que il a très rapidement crevé l'écran. Son personnage a crevé l'écran, devenait complètement indispensable. Je voyais pas comment il pouvait quitter la série. S'il quittait la série, je pense qu'ils auraient perdu beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il est passé. Il a un changement radical, quoi. Mais ça s'est bien étalé, je trouve, sur toutes les saisons. C'est chouette. Mais au début, oui, je me suis dit, tiens, étrange, tu vois, très imbu de lui, cynique, alcoolique.
se tapant des prostituées. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce perso? Puis après, effectivement, on voit que ça bouge. Parce que, évidemment, il prend des coups et voilà. Et donc son évolution est superbe aussi, ouais. Vous appréhendiez éventuellement une mort de Tyrion ou vous avez été assez confiant? Pour te raconter une anecdote, c'est l'épisode de la bataille de Port-Royal Port-Réal. Autre saga, mais c'est pas grave. Et il se prend un coup de glaive, et là je me suis dit, oh merde. Et à l'époque, il y avait Nicolas était là, et Nicolas était le responsable Orange pour superviser le doublage, et je me suis retourné vers lui en disant, ah non, hein. Il m'a dit, non, ça va, t'inquiète pas, il est dans les prochains épisodes. C'est vrai, c'est le seul moment où je me suis dit, oh merde, il est peut-être mort. Alors après on jouait les paris avec les copains, évidemment, tous les potes qui étaient sur la série, les fans aussi, on se disait, ouais, il va y passer, il va pas y passer, et tout le monde tremblait pour son personnage, hein, bien sûr, hein. D'ailleurs, quand Tyrion tue Tywin, Philippe, qui était le comédien qui doublait Tywin, il m'en a voulu, mais pour la blague, évidemment. Mais bon, voilà, il y est passé à cause de moi, quoi. Et on n'a pas enregistré. C'est les rares fois où on n'a pas enregistré ensemble parce qu'on n'avait pas les mêmes disponibilités. Donc, il avait enregistré la veille et je reçois un texto de sa part le soir même en me disant je te hais, et parce que je savais ce qui venait de se passer. Et donc, moi, j'ai fait la scène le lendemain. Mais bon, il savait que voilà, il avait perdu son personnage qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Surtout qu'il est très, très chouette. Il est fort. Philippe Catoire est magnifique sur ce comédien. Et bon, voilà, je le perdais et lui perdait son rôle. Bon, voilà. Est-ce que vous avez suivi la série en parallèle? Parce que ça a quand même été un phénomène. Donc, on se demande, vous l'avez suivi peut-être en VO ou si vous ne vouliez pas vous entendre ou reconnaître les copains? Pas au départ, parce que c'est mon fils en fait qui gérait ça. Lui, il a été fan de la série depuis le début. Hein. Donc il téléchargeait quand il y avait la sortie américaine, et donc il les regardait et il me faisait un point. Soit il me les montrait, soit je disais non, je veux pas les voir, mais fais-moi un petit briefing. Voilà, ça c'était au début. Puis après, je me suis prêté au jeu et j'ai pu arriver effectivement à les regarder en même temps que lui, et ça m'a. Et je suis devenu fan aussi, donc j'étais aussi spectateur de la série, ouais, en VO bien sûr, puisque le doublage n'était pas encore fait, quoi. Et alors, justement, comment se passait le doublage? Par exemple, combien de temps à l'avance entriez-vous en studio pour doubler? Parce que j'imagine que sur les dernières saisons, ça a dû être assez rapide. On avait les épisodes en simultané aux États-Unis et en France, donc ça a dû être des délais très très serrés. C'est-à-dire que on a eu les mêmes le même temps, hein, pour les faire. La seule chose, c'est que quand on s'y prenait à l'avance, s'il y avait eu une erreur, ce qu'on appelle des retakes, hein, une erreur de texte ou quelque chose qu'on comprenait pas, on avait le temps de se retourner. Là, non. Je veux dire, c'était du one shot, quoi. Une fois qu'on donnait l'épisode, c'était terminé, on pouvait pas revenir dessus. Voilà, c'était la seule différence. Mais sinon, au niveau du temps pour faire le doublage, on avait le même temps, quoi. On avait le même temps, heureusement d'ailleurs. Ouais, donc ça n'a pas précipité, on va dire, le temps de le faire. En revanche, ce qui était plus délicat, c'est qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, parce qu'une fois que le truc était fait, il n'y avait plus de délai. Le truc était livré, c'était terminé, on ne pouvait pas revenir derrière, quoi. Et donc, c'est-à-dire, vous aviez combien de temps à peu près pour enregistrer le doublage? Laurent, en règle générale, avait une semaine pour faire 2 épisodes en tout. Donc, généralement, moi. J'avais entre une demi-journée et une journée pour faire les 2 épisodes. Et surtout que du coup vous deviez être assez souvent présent en studio parce que comme vous le disiez, Tyrion prend une grosse importance au fur et à mesure de la série. Dans les dernières saisons, il est même crédité personnage principal. C'est le premier nom à apparaître à l'écran. Donc ça devait être un temps pour vous assez considérable. Oui, il y a eu des moments où j'étais assez présent en studio. Et puis surtout, ce qui est rigolo, bon, pour parler technique, on est payé au lignage, c'est-à-dire qu'on est payé au nombre de symboles de ce qu'on dit. Et il y a une fois, mais j'ai explosé les standards et je voyais les lignages des copains. Je me suis dit, mais ils vont me détester, quoi. parce que j'étais mais 4 tons au-dessus, quoi. J'étais le plus bavard de l'épisode. Donc, et j'ai un merveilleux souvenir, paix et son âme, de Patrick Béthune, qui était vraiment un homme merveilleux. Et vraiment, il nous manque à tous, mais vraiment. Et il y a cette fameuse scène où on est sur le bateau, lui et moi, avec nos personnages. Et il m'a bâillonné, il me débaillonne, et là, je parle, et lui ne fait qu'acquiescer, et je vois mon Patrick devant l'écran, qui disait, mais parle, quoi. Et non, son personnage ne parlait pas, il y en avait que pour moi, et j'en ris encore, et c'est un merveilleux souvenir que j'ai avec Patrick. Oui, Patrick Béthune qui doublait donc Sir Jorah Mormont. Absolument. Et qui était aussi fort.
Ouais, Formidable, exact. ouais. Bah, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière saison, ça a été le personnage a été formidable et même Patrick Béthune a Ouais, été ouais, formidable ouais, ouais. aussi de justesse Patrick, sur ce ouais, personnage. bien sûr. C'était pour lui, hein, il y avait pas. Ah, franchement, je pense aussi. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous avez hérité de certains traits de caractère de Tyrion à force de le faire ou pas du tout? Vous dites plus de gros mots, par exemple? C'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question, ça. J'aime sa bonté d'âme, donc je m'y retrouve là-dedans, quoi. Donc, je dirais que la deuxième partie de Tyrion a été plus facile pour moi, parce que la première, c'est pas du tout moi. Ce cynisme, etc., c'est pas moi. Donc, il a fallu que je compose. C'est là où c'est important d'avoir une formation de comédien. Hein. Mais la deuxième partie, quand il a cette douceur, cette intelligence et tout, ça a été plus simple pour moi parce que ça me ressemble plus, quoi. Ce côté généreux, à l'écoute des autres, l'empathie, super, quoi. Donc là, je me suis vraiment régalé. Donc, c'est des traits que j'ai pas gagné grâce à lui, mais que j'ai pu retrouver à travers lui pour moi, quoi. Et pour aussi servir son jeu à lui, parce que là-dessus, on était bien en harmonie, on va dire, voilà. Alors justement, Peter Dinklage, sa voix originale est très grave. Oui, beaucoup Et plus grave que vous avez réussi quand même à lui donner, je trouve, un ton que je qualifierais de politique. C'est-à-dire que oui. la voix originale, je la trouve stratégique, autant que votre voix, je l'ai trouvée politique. Comment vous avez appréhendé justement cette façon de lui donner cette voix plus politique que stratégique? Comment vous avez appréhendé le personnage? Je crois que ça s'est fait vraiment inconsciemment. Il fallait de toute façon que je ne me laisse pas emporter par la rondeur et le côté très grave de sa voix, parce que de toute façon, j'allais me noyer là-dedans, c'était même pas la peine. Je crois que c'est inconscient. Je m'imprégnais de ce qui dégageait lui physiquement, surtout physiquement en fait. Et c'est ça qui m'a... Et son regard. J'oubliais sa voix en dehors du jeu et des intentions qu'il y mettait, parce qu'il fallait que je les reproduise. Mais c'était simplement des intentions. Vocalement, j'allais pas le suivre. Il n'était pas question que je le suive. Donc j'ai compensé par des choses qui m'appartiennent moi, politiques, comme tu l'as dit. Et c'est ça qui fait peut-être qu'effectivement je rattrapais le coup vocalement. Voilà, Ah, tout à fait, oui. de par cette manière de faire un tout petit peu bouger les choses, voilà, tout en étant avec lui, quoi. Alors il y a une scène qui a été très forte sur le personnage, c'était celle de son procès lors de la saison 4. Bien sûr. Ça a été compliqué pour vous justement de donner autant d'intensité que Peter Dinklage sur cette fameuse scène où il récite son monologue de haine. Oui. Alors, on l'a beaucoup travaillé parce que là, pareil, il est d'une générosité incroyable. En plus, lui, il se servait beaucoup de ses graves. Donc, et puis, le problème avec la langue anglaise, c'est que les Anglais peuvent jouer chaque mot, quoi. Tu vois, comme moi, je viens de le faire, chaque mot. Ouais. Enfin, c'est dans une situation précise que je te le fais, mais eux, ils peuvent le faire sur des phrases entières. Nous, en français, ça passe pas du tout. Ça deviendrait chiant, on se dire, mais on aurait l'impression de chanter, quoi. Et là, on chante pas, on joue. Donc, la difficulté a été la synchro, curieusement, tu vois, là-dessus. Alors, plus les émotions, parce qu'il y allait. Mais la synchro a été très compliquée, parce qu'il ouvrait une bouche incroyable. On n'a pas ça en français. Donc, il fallait trouver la musique pour que je puisse y parvenir, quoi. Voilà. Donc, la difficulté a été là. Et puis, il y allait avec les tripes, parce que, waouh, quoi. Oui, parce que c'est ce que je disais, en version originale. Il joue sa vie, hein, donc. En version originale, voilà, il joue effectivement sa vie, au sens propre du terme. Et puis surtout, c'est un discours de haine et de détestation envers Joffrey de vengeance, et envers toute la population. Donc ça a dû être après quand même... tout ce qu'il a fait, bien sûr. Voilà. Vous auriez continué quand même 8 saisons de plus. Ah oui, ça nous a fait bizarre d'arrêter. J'ai arrêté avec Benjamin qui faisait Jon Snow. Puis c'est tout, d'ailleurs, il y avait que nous deux pour enregistrer. C'était le dernier jour. Je crois que Laurent n'avait plus personne après, donc on a bouclé le truc. Et je pouvais pas finir comme ça, donc j'ai été chercher 2 bouteilles de champagne et je voulais marquer le coup parce que waouh, quoi, je savais que ça allait nous faire un truc bizarre après, quoi. C'est un peu comme les tournages, même le théâtre aussi. Ouais. Mais les tournages, quand tu tournes avec une équipe, quand ça s'arrête, ça fait bizarre. On a constitué une famille, quoi. Et là, dans ce coup, on se dit, cette famille-là, c'est fini, quoi. Et pour ce projet-là, on espère toujours qu'il y en aura d'autres avec les mêmes protagonistes, mais on est sûr de rien. Et là, donc j'aurais bien continué, ouais. Autant il y a des séries, on sent que c'est un peu tiré, et puis bon, on n'est pas forcément fan de son personnage. Donc quand ça s'arrête, on se dit ok, ça me gêne pas plus que ça. Ouais. Mais Game of Thrones, c'est comme The Office, j'ai eu du mal à finir la série, quoi. Ouais. C'était difficile. Peter Dinklage, vous l'avez aussi doublé dans X-Men Days of Future Past. Là, pareil, c'était aussi un personnage un peu, de mon point de vue, comme Tyrion,
assez stratège, assez calculateur. Vous l'avez appréhendé de la même façon ou vous avez travaillé différemment les deux personnages? J'ai travaillé différemment. Déjà, c'était plus moderne. Donc, il y avait une façon déjà de parler et tout ça qui était beaucoup plus moderne que dans Game of Thrones. Donc, ça m'a aidé à composer autre chose, quoi. Mais effectivement, il y avait le cynisme, il y avait ce côté calculateur. Et là, en plus, lui, il a tout le film, quoi. Oui. Donc c'est un cap que j'ai gardé, mais c'était autre chose parce que c'était moderne. Donc, voilà. Mais sinon, évidemment, les traits étaient les mêmes, hein. Manipulateur, cynique, voilà, ouais, non, c'est sûr. Donc, Exactement. j'ai quand même retrouvé des choses que j'avais aussi données dans Game of Thrones, bien sûr. Ouais. Oui, voilà, c'est d'où en fait mon interrogation de me dire, voilà, les deux personnages, bien que les époques ne soient pas du tout les mêmes, ont quand même beaucoup de points en Et il y commun. avait des points communs, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Bon alors, Constantin, je vais vous proposer un petit jeu, si vous le voulez bien. Ah, bah, avec plaisir, oui. Je vais vous passer des extraits de musique et D'accord. vous allez devoir retrouver le film ou la série dont elle est extraite. Et aussi, ça va pas s'arrêter là, sinon ce serait beaucoup trop facile, Ah, donner ouais. une réplique qui va avec ce film ou cette série. D'accord. Ça vous va? Ah ben, on y va. Et en bonus, si vous avez une petite anecdote, je suis preneur. D'accord. Bah, Batman, hein, The Dark Knight. Évidemment. J'avais du mal à reconnaître le début. Au début, ouais. Ah bah l'anecdote, oui, j'en ai quand même une merveilleuse. C'est comment j'ai eu le rôle. Donc je faisais ça avec Jenny, qui est pour moi la plus grande directrice artistique de tous les temps. Je veux dire, elle a formé tellement de comédiens, elle a fait des doublages de films merveilleux, mais c'est une très 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 grande dame. Et il s'est trouvé que je faisais Max la menace avec elle à ce moment-là. C'est elle qui dirigeait le film. Et elle. Le film annonce de Dark Knight, on lui donne, en lui disant, bon, ben voilà, c'est toi qui vas faire le film, et puis il faudrait que tu nous fasses le film annonce. Bon. Et je crois que c'était un mardi ou un mercredi, je crois, et on devait enregistrer Max la menace l'après-midi, quoi. Et donc, Jenny m'appelle en me disant, écoute, mon petit Constantin, je sais qu'on travaille ensemble mercredi après-midi, il se trouve que j'ai un film annonce à faire à l'heure du déjeuner. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu viens faire le film annonce, puis après on repart avec ta voiture au studio de Saint-Ouen. Donc génial. elle avait à la fois, elle avait envie que je sois sur le FA, elle pensait que c'était pour moi, et en même temps il y avait un côté intéressé parce que j'avais la voiture et qu'on pouvait retourner après à Saint-Ouen, parce qu'on était au sud, c'était chez Cinéphase et on enregistrait à Saint-Ouen, tu vois. Donc si tu connais un peu, c'était Porte de Vanves, Porte de Saint-Ouen. Donc c'est les deux opposés de Paris, donc ça faisait loin pour elle. Donc j'accepte, quoi. Mais je sais pas pour quel film c'est du tout. Donc je débarque et elle me dit, tiens, elle a une petite voix comme ça. J'ai dit, tiens, tu vois, c'est le petit blond là-haut. Et ce petit blond, c'était Aaron Eckhart et c'était Batman, quoi. Donc j'ai fait le film annonce. Et puis elle m'a rappelé 2-3 jours après en me disant, écoute, la responsable de la Warner t'a trouvé très bien sur le rôle, t'as le rôle. Donc voilà comment je me suis retrouvé sur Aaron Eckhart. Mais c'est génial, c'est génial. C'est quand même pas mal. Ouais. Et alors, une réplique pour Harvey Dent? Ils m'ont sauvé les miches. Un grand merci aux policiers de cette ville qui m'ont sauvé les miches. Exact. Je me rappelle de ça. Il doit y en avoir d'autres, mais... Il y en a. Je me souviens très bien ce qu'il disait avec Pilou Face. Il y avait quelque chose avec ça. Il y avait Je joue ma propre chance, quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et je sais plus comment je la formulais, mais elle me serait pas revenue. Alors que celle-là, ils m'ont sauvé les miches, je m'en souviens bien. Impeccable, c'est bon. 1 sur 1 pour l'instant, on est bon. La suite. Oh non. C'était X-Men Days of Future Past. Ah, j'ai raté. Ah, puis alors, à armes égales. Ah, qu'est-ce qu'il disait? À armes égales. Ah, il a une phrase, je me souviens plus. Ah, j'ai pas de réplique qui me revienne. Ouais, j'aurais eu du mal à retrouver. Je te dis, il y avait celle avec armes égales. Il dit un truc juste avant. Ouais. Mais pareil, j'ai pas la suite non plus. Mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave du tout. La suite, normalement, ça devrait être assez facile. Ah. Max la menace. Max la menace, tout à fait, c'est ça. Ouais. Alors attends, j'en ai une qui me revenait. C'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, ça c'est le plus beau jour de ma vie, ouais. J'ai adoré ça. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce film. C'était con, putain, mais qu'est-ce que c'était drôle. Ah bah oui, mais ça fait du bien, des fois aussi, des films un peu cons. Ouais. Et puis au niveau anecdote, j'ai été
j'étais un tout jeune garçon hein, quand il y a eu le Max la menace, la série en noir et blanc. Hein, et waouh quoi, j'ai adoré ça. Donc quand j'ai appris après que j'allais le faire en film, c'était un grand honneur pour moi. C'était un vieux rêve quoi, un rêve se réalisait. Faire Max la menace quoi, c'est waouh quoi. Donc ah ouais, super souvenir, ouais, vraiment. Allez, quatrième extrait, l'avant-dernier, ça devrait le faire aussi. D'accord. C'est Yusuke, non? C'est Yu Yu Hakusho. Ouais, c'est ça, Yu Yu. Voilà, ouais. Je dis Yusuke parce que on l'appelait Yusuke. Ah oui, c'est ça. Oh, alors là, par contre, des phrases de Yusuke, et puis ouais, ça fait tellement longtemps. Oh, bah, il y avait toujours ce qu'il disait à la fin de l'épisode, mais maintenant je m'en souviens plus. Ça fait trop d'années en arrière. Non, je me rappellerai franchement pas de. Non, j'ai pas de réplique. Alors là, oh là là, c'est pas grave du tout. Il y avait une centaine d'épisodes en plus, je crois. Il y en a eu plein. De ce que j'ai vu, il y en a eu plein. Ah oui, il y en a eu plein. Ouais. Et ben, dernier extrait. Bon, celui-là, c'est un cadeau. Game of Thrones. Voilà, c'était un cadeau. J'avais envie de vous faire plaisir. Et Lannister paie toujours ses dettes. Exactement. C'est la phrase, ouais. Une anecdote d'ailleurs sur Game of Thrones. Des anecdotes. Alors attends, je réfléchis. Bon, il y a celle que je t'ai racontée avec Patrick, Béthune, parce que ça, c'est un sacré souvenir. Ah oui, c'était avec Benjamin. C'est la scène où Tyrion Lannister va voir Jon Snow en cellule et lui dit son avenir, hein, qu'il peut pas se marier, qu'il sera renvoyé, il sera renvoyé en haut du mur, etc. Et à un moment donné, on voit Jon Snow, un gros plan sur lui, et on a vraiment l'impression qu'il est sur le trône, mais des chiottes, quoi. Et Benjamin commence à faire son truc, et j'ai pas pu m'empêcher de faire. Et alors, ça a été l'explosion de rire, et on a eu du mal à la reprendre après derrière, parce qu'à chaque fois, quand on le voyait à l'écran, à partir du moment où on a lâché l'idée, on ne voyait plus que ça. C'était terrible, quoi. Il était vraiment, tu sais, il avait ses deux coudes posés sur ses genoux et vraiment, on avait l'impression qu'il était sur le trône, quoi. Et on a ri, et on a eu du mal à l'enregistrer parce que à chaque fois, on y repensait avec Benjamin. C'était un super souvenir, ça. Mais il y en a eu plein, hein. Il y en a eu beaucoup parce que en plus ça permet de décompresser dans les moments un peu durs parce qu'il y a eu des scènes quand même extrêmement dures quand même hein, dans Game of Thrones, donc on avait besoin de rigoler, quoi. Donc il y a eu des moments on se lâchait pour bien se marrer, quoi. Et puis la scène, mais là c'est la scène pour moi la plus drôle de Tyrion, c'est quand son père lui dit écoute, tu seras devant hein, sur le champ de bataille, et il fait à l'attaque et il se fait écraser par tous les soldats et il voit rien de la bataille. J'ai ri. Et c'est là où les Américains sont très très forts, c'est qu'ils sont capables de nous faire rire au moment dans une situation quand même dramatique. C'était la bataille, il allait y avoir des morts. Et ils trouvent quand même le truc pour nous faire rire. Ah oui, mais à chaque fois qu'on revoyait le truc, parce que tu sais, on la voit 2 fois. On la joue et on la réécoute en anglais. Si ça plaît, on passe à la suivante. Enfin, en règle générale, comme on avait le temps, on la refaisait. Donc, on voyait souvent la scène. Et on éclatait de rire à chaque fois. Dès qu'il disait à l'attaque, il se faisait labourer. C'était trop drôle, quoi. Trop drôle. Donc, je ne me lasse pas de ça, quoi. J'aurais adoré être une petite souris pour être en studio, voir la. Ah oui, il y a eu des moments. Ah ouais, et puis il y a ceux que j'ai pas vus moi, parce qu'il y a des copains qui ont fait leur truc. Oui. À mon avis, ils devaient rire aussi, quoi. Il y a dû y avoir des grands moments. Hein. Ouais. Franchement, j'aurais adoré être là pour voir ces trucs-là. Je suis fan de ce qui se passe en coulisses, donc j'adore ça. Ah c'est le plus intéressant, c'est sûr. Il y a du croustillant, quoi. Il y a du croquant, ça c'est clair. Il y a ce que les gens ne sauront jamais, voilà. C'est un peu ça. Ouais. C'est ça. Alors Constantin, merci beaucoup d'avoir été en bonne voie avec nous. J'espère que ce moment vous a plu. Énormément, oui. Ça fait beaucoup de bien hein, avec le confinement. D'échanger, c'est important. Et puis je suis un bavard, donc j'aime bien échanger. Mais c'est très bien, tant mieux. Et merci à toi aussi parce que franchement, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. Je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour la suite des événements. Merci beaucoup, je prends. Et évidemment, En Bonne Voie reviendra très bientôt avec de nouveaux invités. Merci à tous et à la prochaine. Salut à tous.